Bonjour tout le monde, bon samedi. Merci à ceux là, qui sont avec nous ce matin. Il reste encore une petite minute pour que les gens rentrent dans le webinaire. Donc, on va juste attendre un petit peu. Mais en attendant, je voulais juste vous mentionner là, que le webinaire va être enregistré. Donc, vous allez pouvoir y avoir accès là, sur le site web de Finautonome si jamais vous voulez le revoir. Puis tous ceux qui sont inscrits aujourd'hui au webinaire vont avoir l'enregistrement directement là, puisque votre courriel est dans notre base de données. Donc, n'hésitez pas à aller le revoir si vous voulez ou le partager avec votre entourage là, une fois qu'il va être sur le site web. Il devrait être dessus là, d'ici la semaine prochaine au moins. Puis là, ben, puisqu'il est officiellement 11 heures, je vais me permettre de commencer. Donc, bienvenue tout le monde. Ce webinaire s'intitule Prévenir les fraudes et les abus financiers, une responsabilité partagée. Donc, vous verrez là qu'on est en collaboration avec l'Autorité des marchés financiers ce matin pour le webinaire. On est super content là, que l'AMF ait pu se joindre à nous ce matin. J'aimerais quand même aussi vous mentionner en fait qu'on va surtout parler là aujourd'hui des fraudes financières puisque c'est l'aspect qui touche le plus l'AMF et l'aspect auquel ils sont vraiment le plus c'est des spécialistes, si je peux dire ça un peu comme ça. Et on va aborder par contre quand même là, la question des abus financiers vers la fin de la présentation et les ressources disponibles par rapport aux abus aussi. Donc, merci d'être avec nous. Là. Je vous invite vraiment de rester jusqu'à la fin pour profiter de tous les outils et les informations là, auxquelles vous allez avoir accès aujourd'hui. C'est normal si vous ne voyez pas vos caméras et vos micros. On est vraiment en formule webinaire, mais vous pouvez poser vos questions. Il devrait y avoir un petit onglet écrit Q&R. C'est comme pour questions et réponses. Là, si jamais vous voulez nous les écrire dans la zone de clavardage, on va avoir un moment là, à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions aussi. Donc, n'hésitez pas là, à les écrire directement dans la zone quand les questions vous viennent, on va avoir aucun problème à répondre à ça là, à la fin du webinaire. Donc, je commencerai par me présenter moi et Finautonome. Finautonome, en fait, on est un organisme communautaire et on est voué vraiment au bien-être financier des personnes en situation de handicap. Nous, ce qu'on fait, c'est on offre un accompagnement individuel avec les personnes en situation de handicap et leurs proches aidants aussi, euh, afin qu'ils puissent avoir accès aux aides financières auxquelles elles ont droit, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau provincial. On offre aussi des outils éducatifs, un parcours d'éducation financière et beaucoup de support et d'accompagnement là, pour tout ce qui est lié aux finances à ce niveau-là. Moi, pour ma part, je suis animatrice du parcours d'éducation financière chez Finautonome, mais on est une bonne équipe là, de 15 personnes qui offrent des services là, vraiment pour vous et tous nos services sont gratuits. On tient vraiment à le mentionner, ça, parce que vous pouvez nous appeler n'importe quand avec vos questions et il ne va jamais avoir de charge à ça. Même chose pour les webinaires ou pour les outils d'éducation, les outils éducatifs. Ça reste gratuit en tout temps. Et donc, je vais céder la parole aussi à ma co-animatrice Julie. Est-ce que Julie, tu pourrais te présenter et nous dire un peu là, qu'est-ce que tu fais à l'Autorité des marchés financiers? Bien, certainement. Merci beaucoup, Victoria. Bonjour à tout le monde qui est présent ce matin et ceux qui écouteront peut-être en rediffusion notre webinaire. Moi, je suis directrice à l'éducation financière à l'Autorité des marchés financiers. J'étais pendant 15 ans enquêteuse, plus que 15 ans en fait. J'ai fait de l'enquête à l'Autorité des marchés financiers. Donc, je me suis intéressée plus précisément à ce dont on va discuter aujourd'hui de fraude financière. Puis, j'ai choisi dans les dernières années de venir du côté de l'éducation financière parce que après toutes ces années d'enquête, je me suis rendu compte que une fois que le mal est fait, parce que généralement, les enquêtes débutent avec une plainte. Donc, une fois que le mal est fait,
c'est beaucoup plus difficile de sanctionner, ramasser la preuve, sanctionner et surtout remettre l'argent aux personnes qui ont été lésées. Donc, je me suis dit que c'était peut-être plus payant de transmettre de l'information puis d'outiller les gens pour éviter qu'ils soient victimes. Merci, Julie. Puis, qu'est-ce que fait l'AMF? Pourquoi cette présentation est importante là, pour notre public vraiment d'aujourd'hui? L'Autorité des marchés financiers, c'est un organisme gouvernemental. À l'Autorité des marchés financiers, on encadre différents secteurs d'activité, dont les assurances, par exemple. Donc, assurance de personnes. Vous avez peut-être des assurances vie, des assurances invalidité, peut-être au travail, vous avez accès à de l'assurance collective et des assurances de dommages. C'est une autre grande catégorie d'assurances qui sont l'assurance, par exemple, pour une auto, pour une habitation, ça pourrait être pour un bateau. L'assurance de dommages, grosso modo, ça couvre perte, vol, ça peut couvrir des inondations, donc des aléas de la vie contre lesquels on veut se protéger. Il y a d'autres types d'assurances, mais c'est des produits qui sont moins connus, mais tout ce qui est assurance est encadré par l'autorité. Ensuite, on s'intéresse aussi au courtage hypothécaire. Donc, on encadre les activités des courtiers hypothécaires. Ce sont les personnes qui vont vous aider à trouver des prêts hypothécaires si vous voulez, par exemple, vous acheter une habitation. Donc, on veille à ce que leurs activités soient faites de manière conforme. Et un gros morceau pour l'autorité, ce sont les valeurs mobilières. C'est une terminologie avec laquelle vous êtes peut-être moins familière, mais qui réfère aux produits d'investissement. Donc, des actions, des obligations. On s'intéresse à tout ça, puis on veille à ce que le marché soit sainement géré, puis on veille à travers ça à la protection du consommateur. On a aussi d'autres secteurs d'activité qui sont très importants, dont les agences d'évaluation de crédit. Donc, les agences d'évaluation de crédit, c'est mieux connu sous le nom d'Equifax. Ben, en fait, les bureaux de crédit, c'est que vous connaissez peut-être, c'est Equifax, c'est TransUnion. Donc, dans vos relations avec ces bureaux de crédit-là, pour obtenir de l'information sur votre code de crédit ou pour demander certains services relatifs à votre code de crédit. On est là pour vous aider, puis on est responsable d'encadrer ces activités-là. Puis finalement, on encadre des institutions de dépôt à charte provinciale comme Desjardins. J'ai une petite question, vu que je vois Desjardins, est-ce que ça veut dire aussi que vous encadrez les banques au Québec? Non, c'est pas le cas, c'est une très bonne question. Ce sont des institutions de dépôt à charte fédérale, les banques comme Banque de Montréal, Banque Royale, etc. Donc ça, c'est le surintendant des institutions financières qui s'occupe de l'encadrement. Nous, c'est plus précisément Desjardins. OK, je comprends. Puis, qu'est-ce que l'AMF peut faire vraiment pour les citoyens directement? Là? Mettons, nous, on vous appelle, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Bien, on a des services d'assistance à l'autorité. En haut à gauche, j'ai mis centre d'information en caractère gras parce que vous allez voir, c'est notre porte d'entrée à l'autorité, le centre d'information. C'est vraiment un centre d'appel où n'importe quel citoyen et aussi les personnes, les professionnels de l'industrie, mais aujourd'hui, on va parler des citoyens parce que c'est à vous que je m'adresse, peuvent appeler pour avoir de l'information sur vos droits puis vos responsabilités en matière de produits et services financiers. Donc, si vous avez une question sur les agences d'évaluation de crédit, donc votre code de crédit, en fait, ne peuvent pas répondre sur votre code de crédit, mais sur vos relations avec les agences d'évaluation de crédit. Si vous avez une question sur vos assurances, vous n'êtes pas sûr du fonctionnement de quelque chose, vous pouvez appeler au centre d'information. Puis, il y a un humain qui va vous répondre et qui va vous aider avec vos questions. Ensuite, on a le traitement des plaintes.
ce qui est intéressant ici, puis je vais vous parler en même temps du registre des personnes autorisées qui est en bas à droite en orange, c'est que les professionnels qui travaillent dans l'industrie financière doivent être inscrits auprès de l'autorité. Nous, on s'assure que ce sont des gens compétents qui ont suivi les bonnes formations puis qui vont bien desservir leurs clients. Donc, le registre, on va y revenir tout à l'heure pour voir de quoi ça a l'air, mais c'est la liste des personnes et des entreprises qui sont autorisées par l'autorité. C'est super important, on va y revenir pendant toute la présentation. Si vous faites affaire, par exemple, vous achetez un produit d'assurance ou vous décidez d'investir, si vous faites affaire avec quelqu'un qui est inscrit, donc qui apparaît au registre, vous bénéficiez en même temps de notre service de traitement des plaintes. Ça veut dire que si tout à coup votre assureur refuse de payer pour un dommage, par exemple, pour lequel vous faites une réclamation, si vous trouvez que vous payez des frais de service trop élevés, si vous pensez que quelqu'un vous a vendu un produit financier qui ne correspond pas à vos besoins, donc si vous avez une insatisfaction, vous pouvez appeler. Vous appelez au centre d'information, eux vont faire le relais au service de traitement des plaintes, puis il y a quelqu'un qui va vous accompagner. Donc, qui va vous aider à voir clair dans la situation, il va vous informer. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait, mais que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il va au moins vous expliquer ça. Puis, sinon, ce qu'il peut faire, c'est créer un contact avec la personne inscrite ou l'entreprise, puis essayer de trouver une solution qui va satisfaire les deux parties. Donc ça, c'est un autre service qu'on offre. Puis finalement, si vous pensez que quelqu'un a été malhonnête ou malveillant avec vous, là, on ne parle pas d'une insatisfaction nécessairement, mais quelqu'un qui aurait tenté, par exemple, de vous frauder, bien, encore une fois, en passant par le centre d'information que vous allez appeler, ils vont vous poser des questions pour mieux comprendre votre situation et ils vont pouvoir signaler la fraude. Puis ça va du côté des enquêtes qui, eux, ont les outils nécessaires pour faire des validations. Donc, si je comprends bien, le traitement des plaintes et le signalement de la fraude, c'est deux choses différentes, là. C'est Exact. vraiment... OK. Exact. Puis, juste pour préciser, Victoria, pour ta question, le signalement des fraudes, ça se peut que vous réalisiez, que vous vouliez vous signaler quelqu'un qui n'est pas inscrit auprès de l'autorité. Ça fonctionne, on vous offre le service, on prend votre signalement aussi. OK, je comprends. Puis si c'est quelqu'un, en fait, comment on peut savoir si la personne est enregistrée ou que Dans c'est notre une... registre. OK. Oui, je vous montre de quoi ça a l'air. Donc, c'est disponible sur notre site Internet. Donc, ça, c'est la page d'accueil du site de l'Autorité des marchés financiers. Vous voyez ici que je suis dans l'onglet Grand public. Excusez-moi, je ne suis pas sur le bon écran, fait que je vous pointe des choses. Alors, ici, on est dans l'onglet Grand public. C'est vous le public. Les professionnels, ce seraient des professionnels inscrits, fait que ce n'est pas vous. Dans Grand public, c'est moi qui ai mis en jaune Consulter les registres. Donc, vous ne le trouverez pas en jaune, mais vous allez trouver exactement cette icône-là qui vous permet d'aller valider si quelqu'un est inscrit. Donc, si vous cliquez sur Consulter le registre, vous allez pouvoir chercher soit le nom d'un individu, une personne, ou le nom d'une entreprise. Puis quand vous allez faire Rechercher, vous allez avoir un résultat qui va apparaître. Si la personne est inscrite chez nous, son nom va apparaître avec l'entreprise pour laquelle elle travaille, des informations qui vont vous permettre de valider que vous faites vraiment affaire avec cette personne-là et qu'elle est autorisée à vendre, distribuer en fait ou vendre un produit financier quelconque. Ça peut être les assurances, ça peut être les investissements. Donc ça, c'est précisé dans notre registre. Parfait. Puis j'ai une très bonne question aussi là, dans notre zone de clavardage. Est-ce que les francophones hors Québec ont accès à vos services? En fait, la juridiction est provinciale. Donc, si vous êtes un francophone hors Québec, que vous avez reçu les services à l'extérieur du Québec, il faut faire affaire avec le régulateur de votre province.
pourriez poser une question, mais on ne pourra pas vous aider davantage parce que c'est vraiment provincial. Parfait. Donc, vraiment pour nos résidents du Québec à ce moment-là. Exact. Puis là, j'ai vu comment que ça se passait un peu sur votre site web, mais si on a de la difficulté à trouver l'individu ou l'entreprise sur le site, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Appelez-nous. Ça, c'est le numéro du centre d'information dont je vous parlais tout à l'heure. N'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaises questions. Les gens sont habitués de répondre clairement aux questions. Donc, appelez et parlez avec quelqu'un à l'autorité qui pourra faire la recherche pour vous pour valider votre résultat. J'en profite peut-être pour vous dire que, admettons que vous appelez, normalement, ça répond assez vite au bout du fil. On a vraiment des bons résultats là-dessus, mais si, par exemple, il y a un temps d'attente un peu trop long pour vous, puis là, vous êtes occupé, vous êtes sur le point de passer à table pour le lunch ou d'aller chercher les enfants à l'école, il existe aussi un autre service. En fait, il existe un service de rappel. Si vous êtes disponible dans les minutes suivantes, vous pouvez simplement utiliser le service de rappel, puis dès que quelqu'un va se libérer, il va vous rappeler. Mais si vous vous dites, ben là, moi, je ne peux plus attendre parce que justement, je m'en vais chercher les enfants ou peu importe, vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique ici. Ça, cette bulle-là que vous voyez est au bas de notre site Internet. Donc, la même page que vous avez vue tantôt, si vous défilez jusqu'en bas dans la section Nous joindre, vous avez ces options-là. Puis la prise de rendez-vous téléphonique, ce que ça vous permet, c'est de prendre un rendez-vous de 30 minutes à un moment que vous allez choisir vous-même. Donc, admettons que je clique ici. Vous allez choisir le service pour lequel vous avez une question. Si toutefois, vous n'êtes pas certain, cliquez sur ce que vous pensez. Les personnes du centre d'information sont super compétentes. Ils ont plusieurs cordes à leur arc, donc ils peuvent quand même vous répondre à d'autres questions si vous n'avez pas choisi la bonne catégorie. Puis, l'étape suivante, c'est que vous allez pouvoir choisir une date et une plage horaire à laquelle le rendez-vous va avoir lieu. Puis, dans le processus, vous allez pouvoir choisir d'être servi en français ou en anglais. Parfait. Bien, c'est vraiment intéressant tout ça. Merci, Julie. Moi, en fait, je vais rentrer alors là, dans le vif de notre sujet avec la définition d'une fraude financière pour nous chez Finautonome. Nous, on la décrit comme une fraude financière, c'est quand une personne agit de façon malhonnête pour tromper quelqu'un et lui en prendre à son argent. J'aimerais savoir, Julie, est-ce qu'à l'AMF, vous avez la même définition ou il y a des petites différences là, pour vous? C'est exactement la même définition. Je voudrais juste porter à votre attention parce que je trouve que c'est intéressant la précision suivante. Si vous vous faites voler, par exemple, si quelqu'un entre chez vous sans votre autorisation pendant votre absence, par exemple, puis vous vole un bien, vous n'êtes pas consentant, la personne est rentrée, elle n'avait pas le droit. Si vous faites voler votre sac à main sur la rue, puis quelqu'un se met à courir avec votre sac à main, puis il part avec, c'est un vol. Vous n'êtes toujours pas consentant. La fraude financière, ce qui est particulier, c'est que quelqu'un va obtenir votre argent avec votre consentement, mais sous de fausses représentations. Donc, c'est très bien écrit dans votre définition, Victoria, la personne agit de façon malhonnête. Elle va vous manipuler, elle va tenter de vous convaincre, mais sous de faux prétextes pour que vous remettiez de façon volontaire votre argent parce que vous ne vous rendez pas compte que l'autre personne est malveillante puis va vouloir garder votre argent. Donc, c'était pas une bonne idée. C'était une fraude en soi. Fait que je pense que c'est intéressant de garder ce concept-là à l'esprit pour la suite. Je pense que ça va avoir du sens avec les autres éléments qu'on va aborder aujourd'hui. Parfait. Puis vous, à l'AMF, quel type de fraude est-ce que vous voyez le plus souvent? Nous, en très grande quantité, c'est la fraude à l'investissement. De loin, devant tout autre type d'infraction.
Beaucoup depuis, je vous dirais, la pandémie, parce que ce sont des fraudes qui sont dont il est fait la promotion en ligne à travers les réseaux sociaux, notamment. Euh, mais ça existe depuis plus de 15 ans, ce type de fraude-là, où on va offrir un rendement intéressant, un rendement très important si la personne fait un investissement. Généralement, l'investissement, c'est en crypto. Les dernières années, on prétend que l'investissement se fait dans des crypto-monnaies. Tout le monde a un peu l'impression qu'on peut faire un gros coup d'argent avec les crypto-monnaies, fait que ça séduit beaucoup le public. Je peux vous dire que par le passé, c'était d'autres produits d'investissement comme les devises étrangères. Mais peu importe le produit d'investissement, ce qu'on va vous dire, on va vous montrer un graphique en ligne, puis on va vous montrer que si vous mettez votre argent rapidement, vous allez faire un très grand rendement. Ça se distingue de la fraude financière plus générale où quelqu'un, le fraudeur, va demander de l'argent à sa victime en général, sans lui promettre de rendement. Donc, ça peut être quelqu'un qui crée une relation de confiance avec vous par un site de rencontre ou autrement, puis qui finit par vous demander après un certain temps d'échange de l'argent en disant qu'il a besoin de payer des soins à un parent malade. Mais dans les faits, il n'y a pas de parent malade. C'est un fraudeur qui veut juste vous soutirer votre argent puis qui va arrêter d'échanger avec vous une fois qu'il va avoir l'argent. Ça, c'est de la fraude financière générale. Il y a toutes sortes de cas de figure différents. La fraude à l'investissement, c'est vraiment quand on vous dit « Donne-moi ton argent puis je vais te faire du rendement ». Je comprends. Puis, à ce moment-là, c'est quoi les façons que le fraudeur nous approche pour ce type de fraude-là? Ben, on revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le fraudeur va chercher à vous convaincre de remettre volontairement votre argent. Donc, il faut qu'il suscite votre intérêt. Il faut que vous voyez, vous, la plus-value à transférer votre argent. Puis, il faut aussi qu'il crée une relation de confiance avec vous pour que vous soyez à l'aise de transférer votre argent. Donc, ce qu'on voit beaucoup, ici en haut à gauche, là, j'ai mis, je ne sais pas si vous le connaissez, mais Elon Musk. Est-ce que tu connais Elon Musk, Victoria? Oui, il est très populaire aux États-Unis, là, je le connais, je l'ai vu passer là, sur mes réseaux sociaux. Ben, on voit en arrière le petit icône de Tesla, qui est une voiture électrique qui est très connue. Elon Musk est reconnu pour avoir beaucoup de succès financier. Donc, quand on parle d'investissement, ben, ça a beaucoup de crédibilité quand on met Elon Musk parce que financièrement, à ce qu'on sache, il est très en moyenne. Donc, il va y avoir des publicités, puis là, vous ne voyez peut-être pas clairement, mais ici, là, il y a des panneaux en arrière qui disent que si vous investissez 250 canadiens, dans une semaine, ce 250 va être devenu 1250. Puis dans 2 semaines, ça va être devenu 3650 et ainsi de suite. Là, vous comprenez, votre mise de fonds va vraiment faire du rendement puis grossir dans le temps. Donc, ça, c'est la publicité frauduleuse. Puis pour vous attirer, on utilise la figure de quelqu'un qui a de la crédibilité en affaires. Donc, ici, c'est Elon Musk. À côté, vous voyez peut-être Justin Trudeau en haut à droite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais son image a été utilisée aussi pour faire la promotion d'investissement. Mais plus que ça, on le faisait parler, Justin Trudeau. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'hypertrucage. On utilisait sa voix, puis des vidéos de lui, où il disait où il faisait la promotion d'un investissement quelconque. Généralement, ça vient avec un lien où on peut cliquer puis avoir accès aux propositions d'investissement. Donc, ça, l'hypertrucage, on en entend de plus en plus parler. Puis, il faut faire des recherches pour s'assurer quand on voit quelque chose, une publicité de ce type-là, que ce n'est pas de l'hypertrucage, mais que c'est vraiment la personne qui parle. Au-delà des personnes qui ont un aura, là, comme notre ancien premier ministre, il y a Marc-Claude Barrette, dont l'identité avait été utilisée, si vous suivez un peu la télé, qui est une animatrice très appréciée et connue. Mais une autre chose qui est utilisée, c'est ce qu'on appelle la fraude par faux représentant. Donc, le fraudeur va utiliser une image qui est crédible à nos yeux.
Donc, ça peut être celui d'être un représentant d'une institution financière. Ça, on en entend beaucoup parler. Donc, quelqu'un qui va vous appeler en disant, ben moi, je travaille pour Banque de Montréal, je sais que vous avez été fraudé, je vais vous aider, etc. Donc, il va utiliser, il va sur l'afficheur du téléphone, vous allez voir Banque de Montréal. Si vous recevez des communications par écrit, il va avoir le logo. Donc, ça, ce sont des faux documents, des faux logos pour donner une apparence de crédibilité à la personne. Donc, ça, c'est une autre façon de vous mettre en confiance parce que là, vous avez l'impression que vous transigez avec quelqu'un d'un organisme qui est reconnu puis dans lequel vous avez confiance. Maintenant, le hameçonnage qu'on voit ici à droite là, avec le salut. On a fait une campagne l'année passée à l'AMF, puis un des écrans, c'était la fraude commence souvent par un simple salut. Toi, Victoria, as-tu déjà reçu ça, des textos, des messages sur Messenger avec ce type de message-là? Souvent, je dirais presque une fois par mois, là, je reçois des messages des numéros inconnus ou des personnes que je ne connais pas. Ça m'arrive très, très régulièrement. Puis qu'est-ce que tu fais quand tu reçois ce genre de message? Ben, moi, j'efface tout de suite. Quand c'est quelqu'un que je ne connais pas, je me dis, je prends pas de chance. Fait que j'efface le message texte directement. Puis je me dis, ben, si c'est important, j'imagine qu'ils vont me réécrire. Mais ça m'arrive pas souvent que le même numéro me réécrit. Fait que pour le moment, c'est pas mal ça, mon réflexe. Tu réponds pas du tout. Non, du tout. T'as le bon réflexe, Victoria. Puis quand on efface le message, on a aussi l'option sur nos cellulaires, notamment de signaler ou de bloquer le numéro. Ça aussi, c'est une bonne pratique. Il n'y a pas de raison pour qu'un numéro que vous ne connaissez pas vous envoie un salut par texto. Puis c'est un stratagème des fraudeurs, c'est très connu. Ils vont au volume. Donc, ça, c'est des vols de listes téléphoniques qui sont faits, des ventes justement, tu sais, quand il y a des vols d'identité personnelle auprès de différents organismes ou institutions, ben après ça, des fois, c'est revendu sur des marchés noirs, puis les gens utilisent ces listes-là pour aller à la pêche. Donc, c'est ça de l'hameçonnage, c'est qu'on vous envoie un salut. Ça, c'est l'hameçon. Si vous mordez un peu en répondant, en essayant de savoir c'est qui, en répondant, ce sont des professionnels. Ils vont juste comme pousser sur l'hameçon un peu plus, vous mordez un peu plus fort dans l'hameçon, puis là, ils vont commencer à essayer d'entretenir une relation avec vous, sympathique pour créer un lien. Puis ça, c'est le début d'une tentative de fraude. Donc, on suit le conseil de Victoria, on ne répond pas, on efface. Et un autre cas de figure, c'est les fausses relations amoureuses ou amicales. Ça, c'est fréquent, c'est qu'on veuille rencontrer quelqu'un amicalement ou amoureusement sur des réseaux sociaux ou autres sites. Puis il y a des personnes, des fraudeurs qui se tiennent sur ces sites-là, puis qui vont entretenir une relation avec vous, des échanges. Moi, j'ai parlé avec une jeune femme il y a quelques années qui était dans la trentaine, supposons, c'était une jeune professionnelle. Puis le fraudeur a entretenu une relation en écrivant, là, en lui écrivant des messages pendant des mois avant de lui demander de l'argent, en fait, avant de lui proposer un investissement. Donc, il a vraiment créé la relation de confiance. Puis là, ben, en créant la relation de confiance, il a su qu'elle aspirait à s'acheter un premier condo, puis qu'il manquait d'argent pour sa mise de fonds, etc. Donc, il l'a mieux connu, puis il a pu utiliser ces arguments-là pour faire valoir que sa proposition d'investissement était vraiment intéressante pour elle. Donc, ça, c'est aussi une avenue. Malheureusement, il faut se méfier aussi sur ces sites-là. Puis, est-ce que ces techniques-là, est-ce que ça s'applique seulement à la fraude à l'investissement ou ça peut s'appliquer à des différents types de fraude?
Ça fonctionne pour n'importe quel type de fraude. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai donné un peu plus tôt un exemple de quelqu'un qui rentre en relation, par exemple, ça peut être relation amoureuse sur les réseaux sociaux, puis après quelque temps, il va vous demander de l'argent pour sa mère malade ou pour acheter un billet d'avion pour venir vous rejoindre, etc. Ça, c'est de la fraude financière sans être de la fraude à l'investissement. Mais c'est toujours le principe de créer une relation de confiance. Donc, vous pouvez, tous ces cas de figure-là, soyez à l'affût, même s'il n'y a pas une offre d'investissement qui vient après, s'il y a une demande d'argent, ça pourrait être une offre frauduleuse. Puis, est-ce que vous savez, c'est qui les victimes? Moi, j'ai souvent entendu parler que les personnes âgées étaient plus vulnérables ou les gens moins bons en informatique. Je voulais savoir si c'était vrai, ça. Non. Ben, en fait, chaque groupe d'âge, chaque personne a ses vulnérabilités. Puis c'est bien que tu soulèves ce préconçu-là parce que s'il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que tout le monde peut être victime, peu importe votre âge, votre sexe, votre métier. Il y a même des gens, moi autour de moi, il y a un entrepreneur de longue date là, qui est près de sa retraite, un ami avec qui on fait du sport, qui nous a confié un jour qu'il avait investi dans les crypto-monnaies parce que c'était super. En fait, l'offre qui lui était faite était alléchante, les rendements semblaient très élevés, puis lui, il se disait, ben, on entend toujours sur les réseaux sociaux les gens qui font de l'argent avec la crypto-monnaie. Fait qu'il a voulu tenter sa chance et il a perdu 60 000 dans l'aventure. Donc, pourtant, c'est un homme qui a des bonnes connaissances financières de manière générale. Fait que non, tout le monde est exposé. Puis tout le monde est exposé d'une part parce que une promesse de rendement, c'est une promesse d'avoir plus d'argent dans nos poches, puis généralement à court terme. On nous fait souvent la promesse en fait, dans les promesses de rendement important, il y a toujours une échelle de temps qui est très courte. Alors que dans la vie en général, en littératie financière, ce qu'on apprend aux gens, c'est les intérêts composés. Si vous placez de l'argent, ben 7 ans plus tard, cette somme-là va avoir doublé à un taux moyen d'intérêt d'à peu près 5 par année. Il y a des règles générales comme celle-là qui sont réalistes, mais des fois, ça ne nous tente pas d'attendre 7 ans avant d'avoir un montant plus élevé. On a des besoins plus urgents. Par exemple, Victoria, je pourrais te relancer la question. Tu sais, toi, est-ce qu'il y a des projets que tu as que tu ne peux pas réaliser maintenant parce que ça te prendrait des sommes plus importantes en banque? Oui, c'est sûr que j'ai des projets, justement, j'aimerais voyager, j'aimerais peut-être éventuellement m'acheter une nouvelle auto, mais c'est des projets que en ce moment, j'ai pas assez d'argent de côté pour pouvoir me les permettre. Fait que c'est sûr que je peux comprendre que quelqu'un tombe dans le piège si je me fais offrir un beau scénario comme ça, là, puis d'avoir accès à une voiture demain matin. Mais en même temps, ça ne serait pas réaliste du tout. Ça ne l'est pas. Mais des fois, on a des rêves qui sont vraiment très présents. Des rêves ou ça peut être de prendre votre retraite plus tôt. Tu sais, des fois, il reste 2 ou 3 ans à travailler avant de prendre la retraite. On n'est plus heureux dans notre emploi. On est fatigué. Puis, vous recevez une proposition comme celle-là d'investissement, puis vous dites, ah, dans 3 mois, je pourrais quitter mon emploi, puis j'aurais une somme confortable, je ne serais pas inquiète pour ma retraite. Là, ça vient vous chercher dans vos tripes parce que c'est tellement quelque chose qui serait souhaitable pour vous. Ça peut être de payer les études de vos enfants parce que vous n'avez pas encore beaucoup d'argent de côté, vous n'arrivez pas à en mettre de côté, puis pour vous, c'est une valeur importante. Donc, il y a des choses qui sont très proches de nos valeurs puis des besoins qui sont très omniprésents. Donc, cette promesse-là de faire un rendement élevé est super attrayante. Et ça fait que pas mal n'importe qui a un besoin de cet ordre-là pourrait tomber dans le panneau.
Puis, j'entends, je ne sais pas si là c'est pertinent, mais j'entends souvent parler là, d'ingénierie sociale. Est-ce que tu peux me dire un peu c'est quoi l'ingénierie sociale, puis comment les gens utilisent ça pour nous frauder? C'est un concept qui a l'air savant, ingénierie sociale, mais si on le décortique peut-être pour l'expliquer, c'est très important. C'est arrimé avec la promesse de rendement qui est très séduisante. Donc, c'est la façon dont les fraudeurs vont exploiter les faiblesses psychologiques, les émotions des gens et les biais cognitifs. Fait que je vous donne quelques exemples de ces éléments-là. Faiblesse psychologique, émotion, je peux vous donner peut-être des éléments dans ces deux grandes familles-là. Vous pouvez être dans un moment de votre vie, par exemple, où vous venez de vous séparer. Puis là, ça va pas bien, c'est triste, c'est une épreuve importante. Puis, il y a quelqu'un de gentil qui prend le temps de jaser avec vous, de s'informer de vous, qui vous promet un investissement qui va générer un rendement. On sait tous aussi qu'en cas de séparation, souvent, ça vient avec un stress économique. Donc, ça arrive comme à point donné, comme une solution dans une période où on est plus vulnérable. Ça peut être après le deuil d'un être cher. Il y a toutes sortes de circonstances où nos gardes ne sont pas solides. La personne peut justement profiter de nos émotions pour se faire une place puis nous faire une proposition d'investissement. Déjà en créant une relation de confiance avec nous, je vous parlais des relations qui peuvent se développer sur des semaines, voire des mois, où vous parlez tout le temps à la même personne qui a l'air à prendre soin de vous, à prendre des nouvelles, etc., et qui va savoir jouer avec vos émotions puis trouver le bon moment pour vous appâter. Puis finalement, il y a le concept de biais cognitif. Ça, c'est quand votre esprit vous joue des tours. Puis ça arrive à, encore une fois, tout le monde. Donc, je vous explique un biais cognitif qui est assez fréquent, puis c'est le biais d'optimisme. Puis ça, c'est de penser que ça ne vous arrivera pas à vous. Toi, Victoria, tu penses que c'est quoi les chances que tu te fasses prendre dans une fraude? Ben, avant, j'étais plus confiante que j'étais capable de repérer les fraudes puis de connaître les trucs, mais tout récemment, j'ai commandé quelque chose en ligne, puis finalement, je ne l'ai jamais reçu. J'ai comme pas réalisé que c'était pas un vrai site web. Fait que je réalise que finalement, je suis pas, je me fais prendre quand même si je pense que je suis bonne, là. Fait que, Il y a encore des choses que tu peux peaufiner dans ta stratégie de détection de fraude. Ben, c'est ça. Puis je peux vous dire que je vais vous donner un exemple. Nous, au bureau, ils nous font de l'hameçonnage pour nous entraîner à détecter les messages, les courriels frauduleux. Puis au début, je n'étais pas très bonne. Il y avait des indices qui me passaient sous le nez. Je cliquais vite. Je ne prenais pas le temps de lire comme il faut. Puis à chaque fois, on a un message qui nous dit si on a échoué ou si on a réussi. Puis là, tout à coup, j'étais un petit peu gênée. Fait que j'ai commencé à prendre plus de temps pour analyser les courriels qui sont un peu moins fréquents dans ma boîte courriel. Puis, je suis devenue meilleure. Donc, il y a aussi une question d'habitude et de prendre le temps de regarder tous les indices. Donc, le biais d'optimisme, c'est le pire parce que c'est quand les personnes pensent que ça leur arrivera pas à eux. Donc, forcément, ça les met dans une situation d'être encore plus exposés parce qu'ils ont le sentiment d'être protégés. Il y a aussi le biais de confirmation. Ça, le biais de confirmation, c'est que quand on fait un choix, on va seulement voir les indices qui confirment qu'on a fait le bon choix. Donc, par exemple, si vous avez une de ces offres d'investissement qui a l'air super séduisante, votre cerveau va juste enregistrer le nombre de thumbs up qu'il y a sur la page. Par exemple, si c'est sur les réseaux sociaux, le nombre d'étoiles ou que les utilisateurs ont mis pour leur satisfaction face à cette offre ou cette plateforme-là.
les commentaires positifs ou élogieux. Et ça, c'est une espèce de vision tunnel où on voit ce qu'on veut bien voir parce qu'on a vraiment le goût d'adhérer à la proposition puis de faire ce revenu extraordinaire-là qui n'a pas de sens. Normalement, notre esprit critique nous dirait, mais non, mais ça n'a pas de sens, c'est beaucoup trop élevé. Mais on ne voit plus. L'esprit critique, c'est comme si ça devenait plus flou, puis tout ce qu'on voit, c'est l'objectif au bout. Donc, il faut vraiment être à l'affût quand on a des indices de fraude pour ralentir le processus et éviter de se faire prendre. Justement, ça m'amène à une question. Comment on peut faire pour éviter d'être victime de fraude à l'investissement ou de fraude en général? Bien, il existe des drapeaux rouges. On appelle ça des drapeaux rouges, donc des indices de fraude qui devraient vous mettre sur vos gardes. Donc, on a parlé de promesses de rendement élevées plus tôt, élevées, trop élevées. Toi, Victoria, un rendement élevé, là, tu penses trop élevé, là, trop beau pour être vrai, tu penses que ça ressemble à quoi? Moi, je n'y connais pas beaucoup là, en promesses de rendement élevé ou de rendement élevé. Fait que je pense que je serais une bonne proie pour ce genre de personnes-là. Je dirais, je sais pas, un rendement élevé, selon moi, c'est peut-être un taux de 10% par année. 10% par année, c'est déjà pas mal élevé, mais c'est souvent plus élevé que ça, ce qui va vous être proposé dans des opportunités d'investissement frauduleuses. Tout à l'heure, on a vu, on partait avec un montant de 250 puis une semaine plus tard, ça valait 1250. Là, on est à 400 plus que 400 500 de rendement. Je veux dire, ça n'a aucun sens en une semaine. Même si quelqu'un te proposait un rendement de 5 par mois, ça fait quand même 60 par année. Je veux dire, il n'y a pas d'investissement. Il y en a des investissements qui peuvent générer ça, mais c'est là où le deuxième point est très important, les opportunités sans risque. C'est que dans les fraudes, on va vous dire que non seulement les rendements sont très élevés, mais qu'il n'y a pas de risque. Ça se peut pas. Il existe certains investissements très risqués qui peuvent générer un rendement très élevé. Mais de prendre beaucoup de risques pour avoir des rendements très élevés, je ne sais pas, Victoria, est-ce que ça te fait penser à un concept en particulier? Là, je te lance ça, mais moi, je sais où je m'en vais. Peut-être que tu ne sais pas où je m'en vais. Ben, Prendre des chances. Oui, c'est ça, mais c'est comme ça peut aller soit très bien ou vraiment pas bien. Il faut comme accepter la perte si jamais ça fonctionne pas. Moi, en tout cas, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup prendre des risques parce que j'ai peur de trop perdre si jamais ça fonctionne pas. Mais non, j'ai pas le terme là, direct dans ma tête comme ça. C'est pas un terme scientifique, tu vas voir, moi, ça me fait penser à de la loto. Quand on achète un billet de loto, là, on peut gagner gros, on peut gagner des millions, des fois, mais nos chances de gagner, on est réaliste. Là, on sait qu'il n'y a pas une chance sur deux qu'on gagne. C'est beaucoup, beaucoup plus faible que ça. Donc, retenez que si les rendements sont très élevés, il y a des risques très élevés, dont celui que tu as nommé de tout perdre. Fait que, est-ce qu'on est prêt à tout perdre à partir de zéro? Parce que là, admettons que vous aviez 1000 dollars dans votre compte, puis là, vous seriez super content de doubler votre mise pour réaliser un projet. Mais là, ça se peut que vous ramassiez à zéro. Vous ne seriez pas à 2000, vous allez être zéro. Fait que ça, c'est des indices très importants. Ensuite, si quelqu'un vous dit, je le dis juste à toi, c'est une information qui est privilégiée, tu es chanceux que je te donne accès à cette opportunité d'investissement-là, ben là, je ne veux pas être plate, mais pourquoi il le dirait juste à vous? C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de raison. Il y a les contacts non sollicités. On y a fait référence, Victoria, tout à l'heure. Des gens qui t'appellent, puis qui te proposent, qui commencent qui génèrent une discussion avec toi pour créer un lien de confiance, puis qui éventuellement vont te proposer quelque chose, ou qui vont te proposer directement tout de suite une offre d'investissement. Je veux dire, c'est louche. Mais je dois dire que parfois, moi, j'ai vu dans plusieurs dossiers d'enquête, on demandait aux gens, mais comment la personne a eu votre numéro de téléphone ou comment vous avez reçu
un premier contact par Messenger ou autre. Puis, on sait maintenant que des fois, ce sont des listes de numéros de téléphone qui sont volés, mais parfois, c'est la personne qui avait le goût de faire de l'investissement autonome, qui faisait des recherches sur le web pour trouver des opportunités d'investissement avec des hauts rendements, puis elle avait laissé ses coordonnées sur le site pour obtenir plus d'informations. Donc, je dis contact non sollicité, mais si vous êtes allé sur un site qui n'est pas un site officiel, d'une personne inscrite, d'une institution financière, de quelqu'un qui est crédible, puis que vous avez laissé vos coordonnées, ça se peut que ça soit un contact sollicité de votre part, mais un contact auprès de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Fait qu'il faut faire la part des choses là-dessus. Urgence, offre éphémère. Ça, ces temps-ci, Victoria, ça te fait penser à quoi, ces concepts-là? Moi, ça me fait penser à, tu sais, vraiment un sentiment de pression quasiment à agir là, directement. Là. Je reçois souvent des messages comme si tu réponds pas dans le prochain 24 heures, ben l'offre est terminée, est plus accessible. Ou, je sens souvent là, un certain niveau de pression là, dans ces types de messages-là. Même pour des offres légales entre toi et moi, des fois, c'est de la mise en marché de produits légitimes. Ça peut être de tout ce qui est vente. On a le vendredi fou ces temps-ci où on nous met beaucoup de pression. Puis j'aime ça que tu dises pression parce que pression, stress, qu'est-ce qui arrive quand on est sous pression et on a du stress? Notre pensée est moins claire. Donc, le fait de dire cette offre-là est limitée, ça fait qu'au vendredi fou, vous achetez des affaires dont vous n'avez pas besoin juste parce que le prix est très bas pendant un court moment. Ça, c'est une chose, mais l'autre chose, c'est d'adhérer à une proposition d'investissement parce qu'on vous dit que c'est juste valide pour l'heure à venir. Il y a deux autres éléments. Il y a, parfois, les fraudeurs vont vous inciter à recruter des amis puis vont vous donner une prime de référencement. Ça, là, si vous pensez que vous êtes sur un bon coup pour un investissement, ne sollicitez personne autour de vous. Faites pas ça. C'est pas légal de solliciter pour des investissements. Parlez-en pas aux gens autour de vous. Si vous êtes trompé puis c'est une fraude, vous allez en plus briser des amitiés. Fait que ne recrutez pas des amis, répondez pas à ça. Parfois, quand vous avez commencé à investir, on va vous dire que c'est confidentiel, puis vous ne pouvez pas en parler. Puis souvent, c'est quand vous commencez à avoir un doute, le fraudeur va vouloir vous garder captif de ses arguments, qui ne voudra pas vous en parler autour de vous, il va vous dire que c'est confidentiel. Donc, ça, tous ces éléments-là, si vous voyez passer ça, drapeau rouge, arrêtez-vous pour prendre le temps de réfléchir. Est-ce qu'il y a une façon peut-être de tester nos connaissances? Je sais, Julie, là, tu m'avais montré, tu m'avais dit là, que tu avais peut-être des petits vrais ou faux, des questions pour qu'on puisse se tester. Je voulais savoir si tu en avais, ouais, si tu en avais une aujourd'hui pour qu'on puisse s'essayer. Bien, certainement. Est-ce que tu veux la présenter? Oui, mais oui, ça va me faire plaisir. Donc, je vous invite aussi, là, les gens, nos participants d'aujourd'hui, si vous voulez répondre soit avec un pouce en l'air ou un pouce par en bas, là, peu importe, vrai ou faux. Pour s'assurer qu'un site web est honnête, on investit d'abord un petit montant et on tente ensuite de le retirer. En tout cas, je sais que je vais mettre ma réponse. On peut jouer nous aussi. Je vois qu'il y a un faux. Est-ce que tu vois d'autres réponses des participants? Ah, je vois un autre faux, un vrai. Donc, c'est assez mitigé, mais ça penche plus vers le faux selon ce que je vois ici. Là. Je vais aller voir si dans le chat. Ah, il y a faux. J'ai un autre faux aussi dans la zone de clavardage. Ben, t'avais dit faux, j'ai le goût de te laisser te mouiller, Victoria. Pourquoi tu penses que c'est faux? Moi, je pense que c'est faux parce que j'ai l'impression, selon tout ce que tu nous as dit, j'ai l'impression que ça serait une technique justement établir un lien de confiance. J'ai l'impression qu'on me laisserait probablement faire ce que je veux
avec un petit montant pour par la suite que j'ai confiance dans le site web et que j'ai envie d'en investir un peu plus. Ça me fait un peu penser à quand, justement, on parle à quelqu'un en ligne, puis on sent qu'il y a une foule de bonnes connexions, ça s'étale. Il y a un lien de confiance qui se crée à ce moment-là. Puis c'est rare qu'on voit les drapeaux rouges direct en partant. Fait que j'ai l'impression que ça serait comme une technique de m'attraper puis d'établir un lien de confiance avec moi de cette façon-là. Écoute, c'est exactement la réponse. Oh, je vais passer, je m'excuse, à la diapo. Oh, attendez, on ne voit pas le... Oui, voilà, on va y aller la réponse. La réponse vient d'arriver. C'est une stratégie qu'utilisent les fraudeurs. D'ailleurs, souvent, le montant de base qui va être demandé, c'est 250 américains, qui équivaut, qui équivaut à peu près 350 canadiens. Puis, ce montant-là, on va vous permettre de sortir avec un rendement. Puis là, quand les gens se disent, OK, c'est bon, là, après ça, on continue à vous montrer les rendements plus élevés que vous pourriez faire, parce que ce qu'on vous dit, c'est que plus votre mise est importante, plus les rendements vont être importants. Donc, c'est vraiment le principe, ça aussi, de vous hameçonner, de commencer par un petit montant pour que vous investissiez davantage. Juste pour vous expliquer la façon dont généralement ça se conclut, c'est qu'il arrive un moment où là, vous voulez retirer votre argent, puis là, la personne va vous dire qu'il y a des taxes à payer pour retirer votre argent, qu'il va trouver toutes sortes de prétextes pour vous empêcher de retirer, et tout à coup, elle va juste plus répondre à vos messages. Il se peut fort bien que quelques jours plus tard, une autre compagnie vous contacte en disant qu'ils sont spécialistes dans les récupérations de sommes fraudées. Ça aussi, c'est faux. C'est le fraudeur initial qui a donné vos coordonnées à des complices pour vous soutirer encore plus d'argent. Donc, tantôt, on a dit que dès qu'on est conscient qu'on est victime d'une fraude, on cesse les contacts avec le fraudeur. Vous appelez les autorités, puis il n'y a qu'avec eux ou vos proches que vous pouvez en discuter, que vous devriez en discuter. C'est ça, j'allais te demander, tu sais, comment on fait pour se protéger un peu contre ça? C'est quoi les trucs? Oui. Le premier truc, on a parlé précédemment, vérifiez si vous faites affaire avec une personne ou une plateforme ou une entreprise qui est inscrite auprès de l'autorité, parce que à ce moment-là, l'autorité va pouvoir vous offrir des services et de l'assistance. Condition numéro 1, c'est la plus importante. Les promesses de rendement élevé, on en a discuté, ça vient avec des risques, des rendements élevés. Envoyez pas d'argent avant d'avoir fait vos vérifications. Là, c'est là qu'il va y avoir un sentiment d'urgence qui va vous être transmis par le fraudeur. Résistez, arrêtez-vous, faites des vérifications. Vous pouvez aller vérifier sur Google en cherchant le nom de la compagnie. Et retournez pas sur le site de la compagnie. Allez voir dans les résultats Google s'il n'y a pas des alertes de fraude ou d'autres informations qui devraient vous alerter. Vous devriez vous embarquer seulement dans des aventures financières que vous comprenez. Si c'est trop compliqué, si vous ne comprenez pas comment le rendement va se faire, si vous ne connaissez pas les cryptos ou les devises étrangères, embarquez-vous pas là-dedans, ce n'est pas une bonne idée. Parlez à une personne de confiance autour de vous et ou appelez le centre d'information de l'autorité pour avoir plus d'informations. Puis s'il y a quelqu'un au bout de la ligne qui vous fait de la pression, raccrochez. Vous n'êtes pas obligé d'être poli, puis vous n'êtes pas obligé de transférer votre argent à quelqu'un. Puis, si, tu sais, un peu comme dans mon cas, quand je réalise que j'ai été victime d'une fraude, puis que je réalise que peut-être que je me suis fait avoir finalement, à ce moment-là, qu'est-ce que je pourrais faire pour remédier un peu à ça? À partir de ce qu'on s'est dit, as-tu des pistes, peut-être, une chose que tu ferais du moment où là, tu sens que tu n'es pas sur une bonne piste? C'est sûr que moi, j'arrêterais complètement, là, soit de communiquer avec la personne avec qui je communiquais, d'arrêter d'envoyer de l'argent. Ce que j'avais fait dans mon cas avec le produit que j'avais acheté puis que j'avais pas reçu, j'ai appelé ma banque. Je leur ai dit, je crois que peut-être
c'était un site frauduleux. Fait que pour moi, c'était ça mes réflexes, mais je me demande s'ils sont bons ou s'il y en a d'autres que peut-être que j'ai manqué puis que je pourrais faire. Ben, en fait, les 3 premiers qu'on voit ici, tu viens de les nommer. Donc, c'est parfait. Arrêtez d'envoyer de l'argent, arrêtez de parler aux fraudeurs parce que c'est un professionnel de la manipulation. Pensez pas que vous êtes meilleur que lui ou que vous allez le convaincre. Arrêtez de lui parler. L'institution financière, c'est vraiment un bon réflexe parce que parfois, les fraudeurs, quand ils nous demandent de transférer des sommes, des fois, ils nous demandent de le transférer en crypto-monnaie ou autrement. Quand on n'est pas très à l'aise, ils nous demandent d'installer un logiciel pour prendre le contrôle de notre ordinateur pour nous aider à transférer les fonds. Parmi les noms de logiciels, il y a AnyDesk, puis il y en a d'autres. Donc, si vous avez donné accès au contenu de votre ordinateur, probablement que vos renseignements personnels ont été volés en même temps. Donc, avisez votre institution financière pour être sûr que, puis voir comment vous pouvez geler vos fonds autrement, parler avec eux et protéger votre dossier de crédit. Parce qu'un dossier de crédit, c'est très important. C'est ce qui reflète votre santé financière quand vous allez vouloir acheter ou louer d'autres biens. Donc, il faut absolument que vous alliez, que vous interveniez là-dessus. Les dossiers de crédit, il y a beaucoup de choses à dire. Vous pouvez, sur notre site Internet, on a de l'information. Vous pouvez mettre une alerte gratuitement sur votre dossier de crédit si quelqu'un essaie d'y accéder sans votre autorisation. Il y a aussi, moyennant une petite somme, une possibilité de geler votre dossier de crédit pour être sûr qu'il n'y a personne qui va l'utiliser. Ça demanderait plus de temps pour l'expliquer, mais encore une fois, à l'autorité, on peut vous renseigner là-dessus si vous pensez que vos renseignements personnels ont été compromis. Et finalement, signaler la fraude. Puis signaler la fraude, j'imagine que encore là, on peut, tu sais, c'est qui qu'on peut contacter en cas de fraude? Je sais qu'il y a vous. Est-ce qu'il y a d'autres ressources que tu connais ou Ben, oui, il y a plusieurs ressources, mais je vous dirais, faisons ça simple. Appelez-nous à l'autorité. Toujours le numéro de notre centre d'information. Il y a un seul numéro à l'autorité. Puis eux vont vous dire à qui d'autre, selon la situation, vous devriez signaler la fraude. On a même des services d'accompagnement si vous êtes victime de fraude. Donc, retenez simplement ce numéro-là. parfait. Puis, je suis contente, en fait, que tu aies changé là, la diapositive parce que ça va me permettre aussi de faire un petit point sur l'aspect des abus financiers. Encore une fois, nous, chez Finautonome, on fait la distinction entre fraude financière et abus financier. Pour nous, un abus financier, c'est une forme de maltraitance, en fait. Et ça se produit quand une personne de confiance profite de notre argent, mais en agissant contre notre intérêt. Donc, ça peut juste être, en fait, que moi, j'accepte que ma sœur utilise ma carte, mais elle s'achète des choses que j'ai pas, que je veux pas, en fait, que j'ai pas consenti à ce qu'elle s'achète avec mon argent. Puis, je m'en rends compte un peu, là, par la suite, en retard, là, que finalement, peut-être que je suis victime d'un abus financier. À ce moment-là, moi, je veux surtout dire là, à nos participants d'aujourd'hui que c'est un peu moins relié là, à l'autorité des marchés financiers, malgré qu'eux couvrent beaucoup, beaucoup de choses. Si vous êtes victime plutôt d'un abus financier, il y a une très, très bonne ligne d'aide là, qui s'appelle la ligne aide maltraitance adulte aîné, que vous pouvez contacter même si vous êtes pas, même si vous avez seulement des questions, vous avez des doutes, vous n'êtes pas satisfait là, avec une décision ou des choses qui se passent dans votre vie, avec votre argent, cette ressource-là est disponible aussi pour vous guider un peu, puis pour vous pointer vers les pistes de solutions qu'il pourrait avoir pour vous. Et en fait, moi, dans tous les cas, on vous suggère d'en parler à un proche ou une personne de confiance pour que par la suite, là, vous soyez vraiment soutenu dans n'importe quelle démarche ou doute que vous avez là, par rapport à ça. Moi, je sais que quand que j'ai eu mon petit cas d'achat sur un site frauduleux, j'en ai parlé directement à mes parents pour pouvoir leur montrer aussi le site, avoir leur opinion, leur idée,
un peu comme pour qu'on puisse discuter là, sur si eux ils étaient d'accord avec mon opinion d'aller chercher plus d'informations, on va dire, avec mon institution financière ou peu importe. Fait que ça m'a beaucoup aidé d'avoir leur support et leurs idées par rapport à ça. Fait que nous, en fait, dans tous les cas, là, fraude financière ou abus financier, parlez-en à un proche si vous pouvez. Puis si vous ne pouvez pas ou vous préférez appeler directement vers des services professionnels, ben à ce moment-là, on vous suggère vraiment de contacter l'AMF ou la LAMA, la ligne d'aide maltraitance adultes et aînés. Donc, pour moi, Julie, ça conclut un peu les informations que j'avais à donner là, à notre clientèle d'aujourd'hui. Puis on finit pile à l'heure à midi. Je voulais savoir si toi, tu avais des choses à rajouter ou bien est-ce que je peux passer à nos questions qu'on a dans notre zone de clavardage? Ben, je voudrais juste rapidement féliciter les gens qui se sont mis en ligne aujourd'hui, un samedi. C'est le mois de la littératie financière en novembre. C'est dans le cadre de ce mois-là que Finautonome vous offre ce webinaire. Puis, vous avez peut-être vu les publicités chantées de l'autorité, mais on vous encourage à vous occuper de vos finances, une bouchée à la fois, de façon très simplifiée le plus possible. On a de l'information sur notre site spécial pour le mois de la littératie financière sur la page d'accueil. Je vous encourage fortement à nous visiter à ce moment-ci de l'année, mais à d'autres moments, si vous écoutez en rediffusion, il y aura encore de l'information disponible. Puis, vous faites un premier bon pas en venant voir comment vous protéger des fraudes financières. Bien, merci beaucoup, Julie. Puis merci encore, là, nous aussi, à tous ceux là, qui se sont joints à nous aujourd'hui et ceux qui vont le revoir là, en rediffusion plus tard. J'y ai une question auquel on n'a pas encore répondu là, dans la zone de clavardage. Je crois que c'est plus pour toi, Julie. Avez-vous une liste de plateformes d'investissement sur votre site web à recommander? Deux choses. Si vous parlez de plateformes d'investissement en crypto, oui, il y a une liste des plateformes qui sont autorisées au Canada qui est disponible. J'ai pas le chiffre le plus récent, là, mais c'est une dizaine de plateformes qui sont autorisées. Si ce sont des plateformes d'investissement, ce qu'on appelle du courtage à escompte, des investissements autonomes, il faut vérifier si la compagnie, elle est dans notre registre qu'on a vu plus tôt, simplement. Puis si elle n'apparaît pas là-dessus, c'est qu'elle n'est pas autorisée, puis vous devriez faire très attention, être très prudent. Puis si vous n'êtes pas sûr que vous avez fait la bonne recherche, validez avec notre centre d'information. Parfait. Puis, ben, ça conclut pas mal les questions. Les autres, je te les ai posées pendant la présentation. Je ne sais pas, avec nos participants qui nous restent, aviez-vous d'autres questions, soit pour moi ou pour Julie, avant la fin du webinaire? On dirait qu'on a été clair. En tout cas, moi, je tiens à te remercier beaucoup, là, Julie. C'est super intéressant, puis c'est le fun de savoir là, les ressources, puis tout ce qui est disponible, tous les services de l'AMF. Donc, merci beaucoup pour ça. Puis, encore une fois, merci à nos participants là, d'avoir été des nôtres aujourd'hui, en ce samedi matin. Merci pour la co-animation, Victoria. C'était bien précieux. Bonne journée à tous. Bonne journée.